Françaises, Français, je souhaite attirer votre attention sur un article du journal économique La Tribune qui a bientôt 4 ans, qui date du 20 avril 2017. Et pourquoi je veux attirer votre attention sur cet article ? Parce qu'il est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Cet article récapitulait en effet les programmes des 11 candidats à l'élection présidentielle de 2017 au sujet de l'industrie du médicament et au sujet de la santé. Dans un premier chapitre, cet article de La Tribune écrivait « Fillon et Macron, les candidats pro-laboratoire pharmaceutique ». Le journal expliquait que Fillon était pour, premièrement, assurer une stabilité fiscale et réglementaire des laboratoires pharmaceutiques, en contrepartie, premièrement, d'engagement sur des objectifs de recherche et de production en France, deuxièmement, d'accès au traitement au coût le plus juste pour les patients. C'est-à-dire que pour François Fillon, c'était en fait on assurait une sécurité de revenus, de fiscalité, etc. aux laboratoires pharmaceutiques à condition qu'ils acceptent que leurs produits soient pas vendus trop cher aux patients. Il y avait quand même très peu de contraintes et c'était un programme très favorable, comme le titrait d'ailleurs La Tribune, aux grands laboratoires pharmaceutiques. Pour Macron, ça vaut le coup de le relire. Pour Macron, l'article de journal précisait que Macron n'avait prévu aucune mesure contraignante dans son programme pour Big Pharma. La Tribune n'expliquait pas Big Pharma, mais parlait de l'industrie pharmaceutique dont il disait qu'elle était particulièrement choyée par le candidat Macron. Pourquoi ça ? Parce que M. Macron, c'était repris dans l'article, avait indiqué, je le cite, qu'il ne voulait pas sacrifier l'industrie pharmaceutique pour essayer de faire des économies sur son dos. Ça vaut quand même le coup de le souligner. L'industrie pharmaceutique qui gagne des milliards d'euros, M. Macron trouvait, semble-t-il, que c'était encore pas assez et qu'il voulait surtout pas faire d'économies sur son dos. M. Macron, par ailleurs, estimait, je le cite, « Il faut payer les médicaments au juste prix quand il y a derrière des innovations, quand il y a des investissements pour avoir une grande industrie pharmaceutique ». C'est exact. Enfin, on peut dire qu'il gagne des milliards. M. Macron en rajoutait encore une louche en disant qu'il était pour le développement de médicaments vendus à l'unité. Ce qui d'ailleurs est une demande des fabricants de médicaments, puisque face à une population qui s'appauvrit, eh bien, comme dans les pays les plus pauvres du tiers-monde, on vend maintenant des comprimés à l'unité parce que les gens n'ont pas assez pour s'acheter des médicaments en boîte, surtout si ces médicaments ne sont plus remboursés, s'ils sont déremboursés, ne sont plus pris en charge par la sécurité sociale. Je rappelle que c'est une demande lancinante de la Commission européenne, quasiment chaque année, de ratiboiser le nombre de médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. M. Macron ajoutait qu'il était prêt également à accélérer l'autorisation des mises sur le marché en France, les fameuses AMM, qui était une mesure extrêmement défendue au sein de l'industrie pharmaceutique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Accélérer l'autorisation de mise sur le marché, ça veut dire voilà ce qui se passe pour les vaccins actuellement. C'est-à-dire on prend des latitudes avec les vérifications scientifiques, il s'agit de vendre le plus vite possible, il s'agit de pas chercher la petite bête, et on a, dans l'histoire récente, eu des sinistres qui se sont produits avec des scandales les uns après les autres. Le virus H1N1 par exemple, le Gardasil, etc. On a des médicaments qui ont posé des gros problèmes parce qu'ils n'avaient pas été suffisamment testés. Voilà. Donc on peut dire, et c'est ce que dit d'ailleurs cet article de La Tribune, que Macron, en 2017, était le candidat le plus favorable à l'industrie pharmaceutique. On en voit les conséquences. L'article poursuivait ensuite sur Mélenchon et Hamon en disant que l'un et l'autre voulaient serrer la vis sur le prix des médicaments. Pour Mélenchon, il était question
de la création d'un pôle public du médicament avec 2 objectifs. Protéger la recherche de la finance. Deuxièmement, faire baisser le prix des médicaments. Ce sont des objectifs qui sont louables, mais il y a un problème qui n'est pas du tout évoqué et sur lequel je vais revenir dans un instant. Quant à Benoît Hamon, pour le Parti socialiste, l'article de la Tribune disait qu'il voulait faire baisser le prix des médicaments en étant plus exigeant vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques et que la sécurité sociale doive se désengager des médicaments de confort, c'est-à-dire moins rembourser un certain nombre de médicaments. Pour Madame Le Pen, le journal La Tribune annonçait quelles étaient ses priorités. Les priorités de la présidente du Rassemblement national, c'était augmenter le nombre de génériques, de médicaments génériques, a priori moins chers, lancer la vente de médicaments à l'unité, comme le voulait Macron. Madame Le Pen se disait par ailleurs prête à la possibilité de mettre en place des licences obligatoires pour faire baisser le prix des médicaments. M. Dupont-Aignan, quant à lui, il était mentionné dans cet article de la Tribune qu'il voulait des brevets français et une production française. Il voulait doper la recherche et développement française en matière pharmaceutique et il comptait multiplier les partenariats publics et privés en doublant les aides à l'INSERM, en fixant celles-ci à plus d'1 milliard d'euros par an. Et il voulait également que 50% des médicaments consommés en France soient produits en France, ainsi que dérembourser des médicaments jugés inefficaces ou aux bénéfices douteux, et accélérer dans les génériques et le remboursement à la performance. On retrouve un petit peu les mêmes idées chez ces candidats. Mélenchon, Hamon, Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, l'idée de faire baisser les prix avec des génériques et puis éventuellement en promenant des mesures un petit peu coercitives sur le prix des médicaments. Notez que M. Dupont-Aignan avait cette idée louable de faire développer l'industrie pharmaceutique en France et de fixer un objectif de 50% de médicaments produits en France. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas, en la matière, avoir des recommandations fermes, enfin des décisions fermes, puisque ce serait interdit par l'Union européenne. Donc c'est simplement un vœu pieux. En l'espèce, il ne peut actuellement, dans le cadre de l'Union européenne, il est impossible qu'un pays dise voilà, je l'interdis d'importer des médicaments fabriqués en Allemagne, par exemple, ou en Espagne, en France, pour rester dans les 50% de produits en France. On poursuit le tour d'horizon avec M. Poutou pour le NPA qui prônait une réquisition avec une appropriation sans rachat ni versement d'indemnités aux grandes industries pharmaceutiques, dont il signalait que c'était un secteur clé et qu'il voulait une réelle gratuité des soins. Bon, c'est la rhétorique habituelle de l'extrême gauche, donc c'est très gentil, si l'on peut dire. Sauf qu'une réquisition sans dédommagement, c'est interdit par la Constitution. C'est contraire au principe de l'expropriation. Et puis évidemment, ce serait la meilleure façon de faire fuir les industries pharmaceutiques de France. Madame Nathalie Arthaud, pour Lutte ouvrière, était également prête à réquisitionner les entreprises pharmaceutiques, toujours la même rhétorique, si cette dernière ne se pliait pas à l'interdiction de supprimer des emplois dans l'industrie pharmaceutique. Et puis on en arrive à un candidat qui me concerne particulièrement, puisque c'est moi-même, et qui figurait à cette place dans l'article de la Tribune. Et je crois qu'il est vraiment intéressant que vous regardiez cet article en votre âme et conscience. J'étais présenté ainsi François Asselineau, le candidat anti-lobby pharmaceutique. L'article rappelait que je proposais de nombreuses mesures pour m'attaquer à l'influence des laboratoires pharmaceutiques sur les décideurs et les professionnels de santé. Je proposais de réglementer les relations entre les laboratoires, les médecins et les organismes de santé publique. C'est-à-dire exactement ce que l'on constate. Le poids de Big Pharma aujourd'hui pour pousser les vaccins Pfizer ou les vaccins Moderna à ARN est le même poids des grands laboratoires pharmaceutiques pour dénigrer
l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, la vitamine C, la vitamine D, le zinc, l'ivermectine, tous ces médicaments, tous ces traitements qui se développent, qui ont une efficacité plus ou moins grande, mais qui est une efficacité qui est quasiment assurée, y compris sur l'hydroxychloroquine, contrairement à ce que je lis dans la presse qui est stipendiée. Je vois d'ailleurs que ce sont aussi ces laboratoires comme Gilead, tout le monde le sait, qui a poussé à l'achat pour 1 milliard d'euros du remdesivir, qui non seulement ne sert à rien, mais qui est extrêmement nocif. Dans mon programme, et l'article de la Tribune le signale, dans mon programme sur l'industrie pharmaceutique, je disais qu'il fallait assurer la protection effective des lanceurs d'alerte sur les médicaments ou sur les traitements. Et exactement, ça veut dire protéger des gens comme le professeur Raoult, par exemple, ou comme tous ces professeurs, Louis Fouché, avec qui je me suis entretenu il n'y a pas très longtemps, qui est médecin, ou le professeur Perronne, ou ces nombreux, là, les 73 professeurs et médecins qui viennent de demander fermement au gouvernement de promouvoir un traitement prophylactique en incitant les Français à prendre de la vitamine D, en particulier D3, avec de la vitamine C et du zinc. Et je poursuis toujours l'article de la Tribune. Dans mon programme, j'avais dit qu'il fallait imposer, entre guillemets, plus de transparence sur le lobbying des laboratoires qui s'exercent à Bruxelles. J'étais le seul candidat à dénoncer ce que tout le monde voit aujourd'hui. Le lobbying absolument scandaleux de laboratoires comme Gilead à Bruxelles. Dans mon programme, je disais également qu'il fallait retirer les médicaments inefficaces, voire dangereux du marché. C'est le cas du remdesivir. Et on retirerait ces médicaments à l'issue d'études dont je disais qu'elles devaient être réalisées en dehors du lobby pharmaceutique, c'est-à-dire avec des personnes qui examineraient les bienfaits ou la nocivité de ces médicaments sans avoir de conflit d'intérêts. Dans mon programme, et c'était également mentionné dans l'article de la Tribune, je préconisais l'arrêt des déremboursements de médicaments imposés par l'Union européenne et de mettre fin à la liberté des prix pratiquée par les laboratoires pharmaceutiques lorsque CEPS semble manquer d'autorité, comme nous le voyons aujourd'hui, encore une fois, avec le remdesivir. Et puis, l'article se terminait sur les deux derniers candidats dont je n'ai pas encore parlé. Jacques Cheminade, qui proposait des mesures pour protéger la sécurité sociale et économiser entre 6 et 10 milliards d'euros en s'attaquant à la rente de l'industrie pharmaceutique. C'est ce qu'il disait. Il exigeait l'indépendance absolue des experts lors de la mise sur le marché de nouveaux produits. Ce qui était bien. En effet, il avait pointé du doigt les problèmes des conflits d'intérêts. Il voulait également changer le mode de rémunération des pharmaciens pour qu'ils ne dépendent plus directement des ventes de produits pharmaceutiques. Enfin, Jean Lassalle voulait multiplier les appels d'offres, s'attaquer directement au crédit d'impôt recherche, privilégier des appels d'offres pour la recherche pharmaceutique et sur les maladies orphelines, et il comptait sortir de l'Agence européenne du médicament si celle-ci ne se rendait pas indépendante des grands laboratoires, mais sans préciser sur quels critères il comptait s'appuyer. Le résumé de cet article, que je vous invite tous à aller voir, à aller lire, à montrer à votre entourage et à le lire en votre âme et conscience, c'est que sur les 11 candidats qui étaient présents à l'élection présidentielle de 2017, il y en avait un qui était M. Macron, c'était tout pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Et puis il était suivi avec un petit peu plus de mesure par M. Fillon. Il y avait un bon paquet de candidats qui étaient favorables à des génériques, diminuer le coût, etc. Mais il n'y en avait que deux seulement, qui prononçaient le mot de Europe.
Monsieur Lassalle, qui voulait sortir de l'Agence européenne du médicament, sans expliquer d'ailleurs ce que ça signifiait. Et puis surtout moi, qui indiquais qu'il fallait lutter contre le lobbying des laboratoires pharmaceutiques à la Commission européenne, et qui indiquait également qu'il fallait en finir avec se laisser imposer par la Commission européenne les déremboursements de médicaments. En d'autres termes, 3 ans et 9 mois après la parution de cet article, les événements se chargent de vous montrer qui vous trompait, qui est-ce qui travaillait en fait pour le compte des laboratoires pharmaceutiques et non pas pour le bien-être des Français. Il vous montre également, la relecture de cet article vous montre également quels candidats avaient des bonnes idées, mais en fait incomplètes et inabouties, omettant de parler du poids colossal de notre appartenance à l'Union européenne. Et enfin, un seul candidat qui se trouve être moi, je suis désolé de le souligner, mais c'est la vérité, qui attirait votre attention sur le rôle fondamental de notre appartenance à l'Union européenne, à la fois pour des questions budgétaires et pour des questions de lobby. J'ai parlé de Gilead et de Remdesivir. On pourrait également parler du lobbying de Pfizer et de Moderna à la Commission européenne. D'ailleurs, la Commission européenne qui a surpayé les vaccins de Pfizer, on l'a su grâce à une indiscrétion de la ministre belge de la Santé. La Belgique a payé 3 € de moins chaque vaccin, chaque dose que l'Union européenne, ce qui laisse à penser qu'en plus de tout, la cerise sur le gâteau européen, c'est qu'il y a de la corruption et de la prévarication dans les couloirs de la Commission européenne à Bruxelles. Voilà la situation. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de reprendre ce dossier en main, d'aller regarder si ce que je vous dis est vrai ou pas. Vous allez le voir. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous dire que ça sert quand même de lire les programmes des candidats à l'élection présidentielle, de les lire et de les relire. Et il faut aussi comprendre que les meilleurs programmes ne sont pas ceux des candidats qui vous sont présentés en premier dans les médias. C'est normal, puisque les médias sont, pour beaucoup d'entre eux, dans la main et financés par les grandes entreprises industrielles du monde, et en particulier par Big Pharma. Ce qui nous arrive donc aujourd'hui est la conséquence directe du poids des laboratoires et de l'industrie pharmaceutique sur les grands médias, qui ont caché tout simplement au peuple français l'existence du candidat qui se battait le plus pour lui rendre sa souveraineté en matière médicamenteuse et en matière pharmaceutique, c'est-à-dire votre serviteur. Vive la République et vive la France.